Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. La station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène dans un pays, la Turquie, dont nous allons aujourd'hui essayer de parler du rôle géostratégique de plus en plus important. La Turquie devient un acteur majeur de deux principales crises que l'on peut observer dans le moment. Il y a d'abord la crise alimentaire liée aux effets de la guerre en Ukraine, et puis il y a aussi la crise sécuritaire, notamment dans la région du Proche-Orient, notamment au niveau de la Syrie. Et donc, il faut bien comprendre, et puis aussi en Europe, la Syrie devient un acteur géopolitique incontournable. Pourquoi? Parce que déjà, depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est le seul pays qui aujourd'hui est en capacité d'avoir un niveau très élevé de discussion avec les deux parties, aussi bien la Russie que l'Ukraine. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est à Istanbul que, évidemment, ces deux parties avaient entamé des pourparlers en vue de trouver une solution, à un éventuel cessez-le-feu. Même si on sait que ces discussions-là se sont arrêtées après la découverte des massacres de Boutcha. Et donc, malgré tout, la Russie reste encore un acteur très très important, au point où, pour essayer de pallier à la crise alimentaire qui est vraiment en train de pointer à l'horizon, et après l'échec de la visite d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, on se rappelle, à Moscou et à Kiev, pour essayer de déminer cette crise-là, les mêmes Nations Unies ont donc demandé à la Turquie de jouer ce rôle d'ambassadeur de bons offices là, pour éviter, pour trouver une solution, parce qu'il faut pas oublier que dans cette région, donc la région de la mer Noire, se concentre, en fait, de cette région-là partent 90% des céréales qui sont consommées dans le monde. Et si l'on prend la Russie et l'Ukraine, ces deux pays-là représentent à eux seuls 40% des exportations de céréales à travers le monde. Et donc, l'Ukraine, c'est par exemple le quatrième producteur de blé, c'est le deuxième producteur d'huile de soja et deuxième producteur de soja et le deuxième producteur de tournesol. Donc ça aussi, ça a des incidences sur ces denrées-là. Et donc, la Turquie a donc décidé d'accepter de jouer ce rôle d'ambassadeur de bons offices. Mais derrière aussi, il ne faut pas oublier, il s'agit non seulement de permettre aux navires qui sont pour le moment bloqués dans les ports de la mer Noire, de pouvoir quitter le port de la mer Noire en toute sécurité, parce que ce que les gens devraient savoir, c'est que pour le moment, il y a à peu près une vingtaine de navires qui sont bloqués. Ça représente à peu près 6 millions de tonnes de blé. Avec cela, il y a à peu près 14 millions de tonnes de blé qui sont encore bloqués dans des silos, dans des ports contrôlés par les Ukrainiens. Donc en tout, il y a à peu près une vingtaine, entre 20 et 22 millions en réalité, de tonnes de céréales qui sont encore bloquées là en Ukraine pour des raisons de sécurité. Pourquoi? Parce que avant l'évasion de la Russie, les Ukrainiens, craignant une attaque de leur côte par la marine russe, avaient donc décidé de miner la totalité de cette zone-là. Et donc, aujourd'hui, les navires sont bloqués du fait de la présence de ces mines maritimes-là. Et donc, il s'agit dans un premier temps d'abord de déminer la zone, dans un deuxième temps d'assurer un corridor de sécurité pour permettre à ces navires-là de pouvoir quitter les ports ukrainiens et arriver au niveau du détroit du Bosphore, détroit qui est la seule zone de sortie de la mer Noire pour accéder dans les autres zones internationales. Et cette zone du détroit du Bosphore qui est bien entendu contrôlée par la Turquie, parce que ça fait partie du territoire de la Turquie, et donc passer par là pour ensuite être livré dans la plupart des pays, principalement des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, qui sont les plus dépendants des céréales ukrainiens et où le risque véritablement de famine ou de crise alimentaire est le plus accru. Et donc la Turquie, du fait de sa position géostratégique, elle contrôle le seul point d'entrée et de sortie pour accéder à la mer Noire, et le fait aussi qu'elle soit le seul pays qui ait maintenu un haut niveau de relations et de discussions
envers l'Ukraine et envers la Turquie, et donc envers la Russie, pardon. Donc la Turquie se retrouve donc comme l'acteur central pour pouvoir déminer cette crise humanitaire là. Et donc c'est la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait été reçu par son homologue turc Mevlut Cavusoglu. Ces deux chefs de diplomatie ont donc discuté sur les modalités possibles ou probables de mise en œuvre de ce corridor-là. Alors, mais pour cela, il faut aussi, bien entendu, l'accord des Ukrainiens. Donc, il s'est d'abord s'agit d'un premier niveau de discussion entre Turcs et Russes. Maintenant, on attend ce que va donner la discussion avec les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens craignent deux choses. La première, c'est que si on démine la zone maritime, si on démine les ports, si on démine la mer Noire et si on laisse ainsi la latitude aux navires qui sont bloqués dans les différents ports de la mer Noire de pouvoir quitter cette zone-là, eh ben, ça veut donc dire qu'elle a là tout un flanc qui ne sera plus sécurisé et qui risque d'être un point d'attaque de la part de la marine russe. Et donc ça, évidemment, ils veulent que si ils aient une garantie de la part de la Russie, que si on démine la zone et que donc les navires commencent à partir et donc on commence à livrer les céréales, que ce ne soit pas par la suite une zone par laquelle la Russie va essayer de s'infiltrer pour évidemment prendre possession, notamment par exemple de la ville d'Odessa, qui est aussi un accès maritime important pour l'Ukraine et qui reste encore relativement sous le contrôle de l'Ukraine. Donc la crainte, c'est que par exemple, puisqu'on sait que Mariupol est tombé, on sait que Berdiansk est tombé, et donc il y a la seule véritable porte de sortie sur la mer Noire qui reste encore relativement sous le contrôle de l'Ukraine, c'est évidemment la ville d'Odessa. Donc, ils veulent des garanties à ce niveau. Garantie d'abord que la Russie ne va pas attaquer par la mer l'Ukraine. La deuxième chose, c'est la garantie que les navires qui transportent le blé ukrainien puissent véritablement circuler sur la mer Noire en toute sécurité. Et c'est la raison pour laquelle la Turquie a décidé de se porter garant pour assurer cette sécurité-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas des navires russes qui vont acheminer ces navires ukrainiens-là ou ces navires qui transportent des cargaisons de blé ukrainiennes. Ce sont plutôt les navires turcs qui vont escorter ces bateaux-là jusque dans la zone du détroit du Bosphore, et à partir de là, ces navires pourraient évidemment traverser et aller dans les zones internationales. Mais là aussi, on a un deuxième bémol, c'est que la Russie estime que pour aussi permettre si on doit accepter que le blé ukrainien sorte pour être vendu, eh ben, elle demande aussi que le blé russe puisse sortir. Et là, justement, c'est là où elle demande que les sanctions justement économiques qui la frappent, notamment les sanctions financières, l'empêchent, elle, de pouvoir écouler son blé sur les marchés mondiaux, et donc l'empêche donc d'honorer, si tu veux, les engagements qu'elle a pris vis-à-vis de certains pays qui sont aussi extrêmement dépendants du blé russe. Notamment, par exemple, on peut parler de l'Égypte, ou bien on peut parler de l'Arabie Saoudite, qui est le premier importateur de blé russe. Donc ça aussi, évidemment, elle demande une levée des sanctions de la part des Occidentaux, et elle explique que donc ce risque en fait de crise alimentaire est en partie dû aux sanctions économiques imposées par les Occidentaux, et non pas, comme cela est dit ici et là, non pas au fait que ce soit la Russie qui ait attaqué l'Ukraine ou qui ait lancé une invasion contre l'Ukraine. Donc, c'est à ce niveau-là des discussions qu'il y a que les Turcs et les Russes se sont arrêtés. Maintenant, évidemment, il s'agira de discuter avec les Ukrainiens qui ont déjà fait part de leurs inquiétudes, et il s'agira ici de voir dans quelle mesure est-ce que l'on peut apporter, si tu veux, garantir, la sécurité des ports russes, étant donné que les Ukrainiens estiment que la parole de Vladimir Poutine ne vaut pas grand-chose, que c'est quelqu'un qui peut dire une chose aujourd'hui et son contraire, mais parole sûre ou pas, il faut bien que l'on discute avec les Russes, et le chef de la Russie actuellement, c'est Vladimir Poutine. Donc, dire aussi que il y a un risque, effectivement, il y a un risque que Vladimir Poutine puisse changer d'avis et puisse attaquer les ports ukrainiens, mais pour le moment, je ne pense pas que la Turquie, qui est véritablement un acteur majeur dans, si tu veux,
la recherche de solutions face à cette crise alimentaire puisse permettre aussi que, évidemment, la Russie puisse changer d'avis comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est la raison pour laquelle elle s'est portée garante sur la sécurisation des navires, donc de leur passage de la zone dans la mer Noire jusque dans le détroit du Bosphore. Et puis aussi, elle a apporté la garantie que si, évidemment, on terminait le déminage des ports qui sont sur la mer Noire, eh ben, elle allait s'assurer que, également, la marine russe puisse ne pas intervenir. Dans la même foulée, les Russes aussi ont annoncé, en attendant probablement que les Occidentaux réfléchissent sur les sanctions, qu'elle est prête, elle aussi, au niveau du port de Berdiansk, à commencer à livrer ces céréales. Elle n'attend évidemment, que les opérations de déminage s'achèvent, notamment dans les environs, donc le port de Berdiansk et le port de Mariupol. Mariupol aussi, donc, si tu veux, les équipements portuaires ont été endommagés du fait des 70 jours de conflit, de guerre qu'il y a eu dans cette zone-là. Mais les Russes sont relativement confiants dans la remise en service dans un avenir très, 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 très court des équipements portuaires de la ville de Mariupol. Et aussi, à partir de là, il est probable que du blé puisse voyager. Maintenant, la Turquie aussi joue en quelque sorte sur un double tableau. C'est-à-dire que autant elle va permettre de déminer, si tu veux, la crise alimentaire qui guette, notamment, je l'ai dit, les pays d'Afrique et ceux du Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, et le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Maki Mahamat, avaient été reçus à Sochi dernièrement par Vladimir Poutine. Et puis de l'autre côté, la Turquie aussi joue sur le fait qu'elle veut renforcer ses positions, notamment à la frontière avec la Syrie. Et donc pour ça, si tu veux, depuis à peu près un an, il y a eu un accord non écrit, ce qu'on appelle l'accord sur le statu quo, c'est-à-dire qu'on maintient pour le moment la même ligne de front entre, si tu veux, les Kurdes qui sont pour la plupart des Kurdes syriens, mais qui reviennent de Turquie et que la Turquie accuse d'être un peu la zone de repli, notamment des membres du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est considéré par la Turquie comme étant, et l'Union européenne aussi, comme étant une organisation terroriste et un groupe séparatiste, et donc qui voit d'un très mauvais œil, c'est-à-dire le positionnement des Kurdes dans cette zone-là. Et donc, elle voudrait lancer un certain nombre d'opérations militaires en vue de les repousser un peu plus à l'intérieur de la Syrie. Oui, mais là, les Américains ne sont pas d'accord. Les Américains veulent au contraire maintenir cette même ligne de front, ce même statu quo, en attendant éventuellement de trouver d'autres solutions en vue peut-être de pouvoir asseoir leur domination là, mais ça reste très peu probable, tant l'emprise de Vladimir Poutine et son influence dans la zone, grâce au soutien qu'il apporte au régime de Bachar al-Assad, est réel. Et donc, ça reste aussi une condition qui va faire que, évidemment, les Américains, s'il y a une avancée militaire de la part de la Turquie, ils risquent d'être, pas les Américains, disons leurs alliés kurdes, risquent d'être pris en étau entre d'un côté les troupes du Syrien Bachar al-Assad soutenues par les Russes et de l'autre la Turquie. Et donc pour les Américains, il faut absolument éviter cela, et donc il n'y a d'autre solution que de négocier avec la Turquie pour maintenir cette ligne de front là. Dans le même temps, la Turquie aussi, qui bloque l'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'entrée dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc l'OTAN. Les Américains aussi essaient de discuter avec les Turcs, parce qu'il faut savoir que le principe de l'unanimité prévaut au sein de l'organisation en cas de décision d'accueillir de nouveaux membres. Or, la Turquie aussi joue sur ce tableau-là en demandant justement à la Suède en particulier si tu veux, de considérer les membres du PKK, donc les membres kurdes qui sont réfugiés dans son pays, parce qu'ils fuient une forme de répression en Turquie. Et donc ces Kurdes-là, membres du PKK, qui sont installés, qui ont des visas de séjour en Suède, eh bien, la Turquie voudrait que ces Kurdes-là soient expulsés de Turquie, soient mis en prison, parce qu'évidemment, ils font partie d'une organisation terroriste reconnue comme telle par l'Union européenne. Donc, c'est sur ce triple tableau-là
que la Turquie veut jouer, au point où, évidemment, elle tire les ficelles aussi de son côté, parce qu'il faut savoir que sur la partie du blé qui va par exemple partir d'Ukraine, une partie va être revendue à 25% moins cher à la Turquie. C'est comme une espèce de ristourne qu'on va lui accorder pour pour le rôle qu'elle va jouer justement dans le déminage de cette crise humanitaire-là. Donc aujourd'hui, on voit que de par sa position géostratégique et de par sa position politique, je trouve très intelligente, le gouvernement turc est là dans une position qui lui est extrêmement favorable et qui en fait un peu un faiseur de roi, dans la mesure où c'est elle qui peut décider maintenant de quelle issue va prendre justement la crise alimentaire. Donc elle va avoir une main sur la crise alimentaire, elle va avoir une main sur une probable recomposition stratégique, notamment à la frontière avec la Turquie sur le plan militaire, avec un risque notamment de resserrer un peu plus les taux sur les alliés américains kurdes dans la région, et puis aussi essayer de semer un peu plus la discorde à l'intérieur de l'OTAN en bloquant justement l'adhésion de la Suède et de la Finlande dans cette organisation. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5. On se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.